Bon, mais merci, merci pour votre présence aujourd'hui. Nous, il y a tout juste un an, sur la péniche, elle à Allemène et Dominique Souchot était présent, comme beaucoup d'entre vous. À Paris, nous nous retrouvions. Un an, et depuis 3 états généraux qui ont eu lieu à Marseille en décembre 2022, avec déjà nations provinciaux, à Ifandic, près de Rennes, et je remercie Joannick de sa présence aujourd'hui, à Toulouse, avec la Fédération Pays Unis. Et Eric était déjà présent pour représenter le groupe et son mouvement 100% citoyen. Nous avons organisé ce temps fort à Avignon après plusieurs rencontres à Paris et à Lyon. Et je tiens à remercier tous ces acteurs qui, pendant ces moments essentiels, ont permis cette rencontre aujourd'hui. Je tiens à excuser Madame la maire, qui ne peut pas se joindre à nous, elle est en conseil municipal ce matin, ainsi que Corinne Lepage, qui est testée Covid depuis hier après-midi. Je tiens à saluer devant vous Flavio Dalmont pour son travail et l'investissement dont il a fait preuve depuis plusieurs mois. Il aura, on a mis à votre disposition son essai qui est à votre, si vous voulez donner votre voix, et à votre disposition pour le lire et il sera là pour vous expliquer ce qu'il a écrit. Mes coprésidents, Sabria Boulaga et Jean-Baptiste Roger, pour la confiance dont ils ont fait preuve envers tout ce projet de rassemblement de libres, indépendants, écolos, régionalistes et citoyens. Du président de la Fédération Pays Unis, qui sera avec nous dans quelques minutes, qui fait preuve depuis maintenant 10 ans de son infaillible loyauté. Du cofondateur de l'écologie autrement, Grégory Berthaud, ici présent, qui, sans lui, rien n'aurait pu prendre forme. Des plus fidèles partenaires, le Parti breton, le Parti des citoyens européens, Patché, Bastille Occitanie, Le Man, qui va bientôt changer de nom, le Chapiteau, avec Roger Mir, qui a accueilli les organisateurs 2 étés consécutifs à Rouen. 100% citoyenne, déjà en lien en 2017, comme France Écologie, avec Jérémy Bizet, qui fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et qui ont toujours été présents auprès de nous. Les écologistes, mouvement écologiste indépendant, organisateurs de cette journée, et Antoine Wechter, que personne ne peut... Voilà, je ne vais pas le présenter, tout le monde. C'est la grandeur de ce pionnier de l'écologie politique, qui est aussi parmi nous. Donc, nous sommes fiers de compter tous ces partenaires. Et il y en a de nouveaux aux manettes. Et tout le monde a besoin de ce 109. Une ruche citoyenne est là, avec Démocratie écologique de Jérémy Clément, Germe de France, avec Jean-Marie Wally, et nous autres, déterminés à la réussite de cette journée, Provinciaux Nations, je le prononce très mal, désolé Alain, avec qui nous sommes vraiment honorés de bâtir. Il m'est impossible de ne pas donner le change aux mouvements qui nous ont ouvert leurs portes, ce mois-ci aux journées de rentrée. Patché et les radicaux de gauche qui nous ont invités, merci à Philippe pour son accueil, à Paris. L'écologie positive et France Écologie, au Havre, il y a quelques jours à peine, merci Jérémy. Et le Parti nationaliste basque, qui nous a fait l'honneur de nous inviter la semaine à Bilbao, et Grégory pourra nous en dire quelques mots. Ces 3 universités ont été un grand succès. À Bilbao, des dizaines de milliers, je passe des noms de personnes. Au Havre, ça a été un festival de participants avec le secrétaire d'État à la biodiversité en plus présente et des anciens ministres comme
Hubert Védrine, c'est pas rien. Et puis à Paris, Philippe avait fait je cherche Philippe, il est là, avait fait un super travail et il sera là pour nous raconter aussi son parcours pour l'Europe. Il m'a fait confiance en 2019 sur des listes européennes et il nous dira en quoi il est essentiel de se présenter sur les élections, surtout avec l'Europe au bout du fil. Alors, des partenaires privilégiés entrent dans la danse pour construire ce projet commun. Et vous l'avez compris, nous le verrons autour de 2 tables rondes sur les européennes et sur les municipales. Rachid Mokram, Éric Lafont, Jérémy Clément, Chantal Puteljar, présidente exécutive de COP21, qui vient d'arriver et je la salue, seront aujourd'hui voilà, nos têtes, nos fers de lance pour cette journée. Et la dernière personne que je souhaite aujourd'hui remercier est celle qui a toujours porté ce rassemblement, d'abord avec le rassemblement éco-citoyen, un petit temps avec la France qui ose, avec la fédération 100%, toujours avec, je vais y arriver, toujours avec la France à des ailes, le mouvement féministe, et aujourd'hui avec l'écologie autrement. Et je remercie Laure Nelly Amalric qui est présente depuis le tout début de tout ce qu'on a fait et qui est encore là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc je vais laisser la parole à Yann Verling. Je ne vais pas laisser la parole, mais Yann Verling a voulu nous faire une petite salutation. Donc voilà, on va voir. Écoutez. Chers amis de l'écologie autrement, de CAP 21, du MEI, de la Fédération des Pays Unis, des universalistes, de France Écologie, je voulais vous adresser un message d'amitié. Je ne peux pas être avec vous, je le regrette, mais je crois que ce qui est important, c'est de vous dire que je crois que nous avons un message en commun à partager, une vision commune de l'écologie. D'abord, je voulais remercier à celles et ceux qui étaient venus, qui sont venus à nos universités de rentrée le 16 septembre dernier à Sainte-Adresse près du Havre. Durant cette journée, c'était assez incroyable, à la fois les participants mais aussi les intervenants, nous avons tous convergé vers cette idée qu'il fallait faire une autre offre politique en France, une offre d'écologie politique différente de celle des Verts, d'Europe Écologie Les Verts en particulier. Nous sommes tous des écologistes, mais en même temps nous en avons assez d'être associés à Europe Écologie Les Verts, ses excès, tous les écarts de langage et les propositions qu'ils font. Nous ne nous y reconnaissons pas et nous ne voulons plus être associés à ça. C'est soit évidemment totalement loufoque, parfois c'est ridicule. Enfin, en aucun cas, ce n'est l'écologie sérieuse à laquelle nous aspirons et qui est d'ailleurs notre quotidien. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes des élus locaux, nous avons des responsabilités et nous les assumons en faisant de l'écologie notre quotidien et nous faisons avancer l'écologie dans notre quotidien et aussi de militants pour la plupart d'entre nous, bien évidemment. Les électeurs, aujourd'hui, les Français, souhaitent qu'on prenne à bras-le-corps les enjeux environnementaux et ils sont de plus en plus nombreux, ces Français. Ils attendent maintenant, les écologistes pour lesquels ils veulent voter, qu'ils soient au travail, qu'ils ne soient pas dans le commentaire, dans l'alerte permanente. Et d'ailleurs, je veux souligner de ce point de vue-là que là aussi, là où nous sommes attendus, c'est pas juste d'être des monsieur tournesol de l'écologie, nous avons besoin aussi de donner espoir, de donner le sentiment, et plus que le sentiment d'ailleurs, de donner des pistes aux Français qu'il y a des solutions et que nous pouvons être porteurs de ces solutions. Parce que sinon, vous voyez bien ces messages extrêmement négatifs qui sont véhiculés en permanence ont pour conséquence, notamment chez les jeunes générations, de les détourner de l'envie de s'engager, aussi l'envie de se battre, et même pour ceux qui ont envie de faire des enfants, on l'entend ici ou là, l'envie de ne plus en faire des enfants parce que l'avenir serait complètement noir. Donc ça n'est pas notre vision des choses. D'ailleurs, nous avons créé un parti qui s'appelle Écologie Positive parce que précisément, nous pensons qu'il faut être beaucoup plus positif dans la façon de présenter les choses. Et d'ailleurs,
Qu'est-ce que c'est que cette façon de présenter les choses? Comment travailler? Et quelle est l'offre politique que nous voulons faire? C'est d'être une écologie réaliste, une écologie pragmatique, une écologie qui sait construire les compromis de demain. Parce que si nous ne construisons pas des compromis de société, rien n'avancera. On sera dans le statu quo, et là, effectivement, nous serons dans le collapsus environnemental qui pourrait se profiler. Donc nous avons besoin d'avoir sur la scène politique des écologistes responsables. Nous le sommes, nous voulons faire cette offre politique. Et pour cela, il faut évidemment travailler tous ensemble. Je sais que vous partagez cette même vision, et c'est la raison pour laquelle le message d'amitié que je vous adresse, c'est aussi un message qui invite à ce qu'on travaille ensemble, à ce qu'on collabore ensemble dans la construction de cette écologie différente, dans cette nouvelle offre politique que nous devons faire aux Français. Voilà, donc je vous souhaite d'excellents travaux aujourd'hui, et je vous dis donc à très bientôt. Alors, en attendant qu'on arrive à mettre la clim, je vous propose d'aller à l'événement où vous souhaitez. Donc en salle plein air, il y a la table sur les européennes, et en salle réflexion, une formation sur faire campagne à l'ère du numérique. Merci à vous. Il y a quelques retardataires. Merci beaucoup déjà d'être... Ah, j'ai la voix qui porte, donc ça va. Non, mais voilà, ben merci beaucoup. Déjà, avant de commencer cette journée, j'espère que vous allez passer un agréable moment. C'est le plus important. Un moment humaniste. Avant tout ce qu'on va pouvoir apprendre, échanger, etc., je pense que ce qui est assez important, c'est de se rencontrer. Parce que pour la plupart d'entre nous, on se parle via des réseaux, via des boucles, etc. Moi, je suis ravie de rencontrer la plupart d'entre vous et de mettre des noms sur des pseudos ou sur des... Et je vous dis, enjoy cette journée. Merci Sabria. Flavio Dalmo va en salle de réflexion, c'est donc la salle Saint-Nicolas, va commencer une petite formation sur la campagne de l'ère du numérique, et je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin, et je suis le premier. C'est une catastrophe. Vous regardez l'écologie autrement sur Instagram et le Twitter, et vous avez compris que voilà, on a besoin de beaucoup de choses. Voilà. Et Jean-Luc aussi, je crois. Ici, la table ronde, ce sera sur les européennes. Donc j'appelle Philippe Mazuel à me rejoindre. J'appelle Chantal Cutajar ainsi que Jean-Luc Davezac pour remplacer effectivement Corinne. J'ai proposé à Éric Lafont, qui a travaillé avec nous sur les européennes depuis de très longs mois et qui est fondateur de 100% Citoyen, à nous rejoindre. Faire intervenir notre coordinateur de Tous Unis pour le Vivant, Aloïs Langrosso, pour nous expliquer ce qui a été réalisé en termes de coalition et d'objectifs qui, je pense, ont été atteints par rapport à notre dernière échéance électorale, et aussi de voir avec une réflexion prospective, puisque le MAN est aujourd'hui un mouvement qui va évoluer et qui va changer de nom, et je tiens à donner en introduction la parole à Aloïs. Merci beaucoup Alexis pour l'invitation, merci à tous d'être venus. Alors, Yann Verling parlait dans son message vidéo d'offrir une autre vision de l'écologie politique, de proposer une autre offre. Alors certains disent pragmatique, moi c'est pas tellement le mot que je préfère, parce que j'ai pas envie de donner l'impression d'une écologie au rabais, j'ai vraiment envie de donner l'impression d'une écologie qui est ambitieuse, mais qui s'y prend sur les sujets de fond, qui ne se détourne pas de ce sujet de fond pour d'autres considérations, parfois bassement électoralistes. J'habite en Seine-Saint-Denis, donc les contextes électoralistes, malheureusement, je connais. Et cette vision-là, elle est déjà partagée depuis un moment. Le premier pas qui a été franchi de notre côté, mouvement Animaux Nature, aujourd'hui les universalistes, a été franchi en 2002 quand on a coopéré avec un parti marseillais qui s'appelle Le Trèfle, aujourd'hui, et qui était à l'origine la première coalition, petit regroupement de 3 partis,
dont les premiers dédiés à la cause animale à l'époque. Cette coopération s'est ensuite élargie, depuis 2007, nous travaillons main dans la main avec les écologistes, le mouvement écologiste indépendant. On avait fait des élections législatives, on avait fait quelques élections régionales aussi, je crois, ensemble, 3 ans plus tôt. Et cette coopération ne nous a jamais quittés. Ça avait donné, en 2017, une organisation de rassemblement qui s'appelait la Confédération pour l'homme, l'animal et la planète, tous unis pour le vivant. Et cette organisation, on a décidé de l'agrandir parce que, fidèle à notre ancrage sur les thèmes qui nous sont chers, nous avons réussi à rassembler là-dessus. Et nous sommes aujourd'hui 6 partis politiques, puisque nous avons été rejoints par l'écologie autrement, par France Écologie et par le mouvement pour les animaux. Donc vraiment un archipel écologiste, animaliste, ouvert sur les territoires, qui a présenté 187 candidats aux élections législatives, avec une moyenne obtenue de 2,6%, au moins dans le quota écologiste. Je crois qu'on n'est pas très loin, on est peut-être à 1,6 au niveau des régionalistes, ce qui est le meilleur score qu'on a réalisé. Alors c'est un score qu'on a réalisé en connaissance de cause, puisque EELV avait fait le choix de l'Union de la gauche, donc de disparaître en tant que force écologiste pour être une force d'appoint d'un projet de gauche qui plus est de gauche radical et pas forcément porté sur les aspects pratiques de fond, économiques, sociétaux, qui malheureusement défraient la chronique d'année en année, sinon de mois en mois ou de semaine en semaine. J'ai conscience parfaitement que c'est ce qui nous a donné de la visibilité, c'est ce qui a pu donner de la visibilité à d'autres comme l'écologie au centre. Mais toujours est-il que ça nous a permis d'obtenir le meilleur résultat des coalitions écologistes. Nous avons obtenu 182 000 suffrages à l'échelle de toute la France. Et nous entendons bien évidemment poursuivre le combat, et si possible élargir encore la coalition, afin qu'on ait vraiment un espace politique écologiste authentique qui soit clairement rassemblé. Pour les européennes, le choix n'est pas forcément simple, mais j'ai encore espoir qu'on arrive à monter une liste commune tous ensemble, que Tous Unis pour le Vivant, qui est le nom de notre organisation de rassemblement, en soit un moteur effectif, et qu'on puisse porter une voix claire avec une liste rassemblée face aux forces de gauche, face aux forces de droite, face à l'extrême droite, face au macronisme et face à ceux qui aujourd'hui maltraitent l'écologie politique, dont il n'est pas la peine de rappeler le nom de l'organisation. Je ne sais pas s'il y a besoin de choses à rajouter. Je pense que j'ai dit l'essentiel. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Merci à Alexis pour l'invitation. Et je vous souhaite une très très bonne journée de débat aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet avec notre premier intervenant, Philippe. Philippe m'a fait confiance, comme je vous l'ai dit, en 2019. Et nous ne l'avons pas regretté. J'espère. Et je tiens à dire que j'avais aussi fait un travail préalable avec une liste en 2015. C'était auprès de Marie-Jeanne Musset, qui a été directrice des 60 millions de consommateurs et qui avait travaillé sur le rassemblement citoyen au niveau de l'élection européenne auprès de Corinne Lepage. Et je regrette nullement non plus cet engagement que j'avais eu avec Aveta et Corinne à l'époque. Et Chantal fera aujourd'hui la transition pour nous expliquer en quoi le rôle de CAP21 et de l'élection européenne est essentiel. En plus, en tant qu'habitante à Strasbourg, c'est une ville fleuron pour la question européenne. Et bien sûr, notre ami Jean-Luc Davezac, président de PUNI, nous expliquera en quoi le fédéralisme et les acteurs locaux sont essentiels dans cette démarche. Et je suis heureux que Eric nous rejoigne sur la table ronde parce qu'il a travaillé avec nous à Lyon depuis plusieurs mois, ça fait même maintenant un an.
Et j'avais déjà travaillé avec Eric en 2017, en 2016, avec un mouvement 100%, et je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui comme partenaire privilégié. Philippe. Bien, bonjour à tous, merci. Bonjour à tous, merci. Je suis content de retrouver, outre Alexis, des personnes que je connais bien. Je pense à Blanche, par exemple, qui est là et que je salue. Oui, nous avons eu le plaisir d'avoir sur la liste du Parti citoyen européen que nous avons monté pour les européennes 2019, Alexis, et puis aussi six personnes de la France a des ailes, grâce à toi. Et puis en 2022, lors des législatives, tu nous as mis en contact avec le Parti breton. Et donc nous avons eu 2 candidatures communes en la région Allemagne, enfin Europe centrale et le Canada. Voilà, donc c'était extrêmement intéressant et j'espère qu'il y aura d'autres des suites à cette collaboration. Alors le Parti citoyen européen en 2 mots, c'est un parti que j'ai créé en 2007. C'est un parti basé à Bruxelles et dont l'objectif est de contribuer, je dis très modestement, contribuer à l'émergence d'un espace politique européen intégré, c'est-à-dire apprendre aux Européens à travailler ensemble, quelles que soient nos nationalités, parce que nous ne pourrons pas construire véritablement une Europe citoyenne si les citoyens de différents pays ne travaillent pas ensemble, et si on travaille en silo avec des vies politiques nationales qui n'ont pas d'interaction et avec simplement les institutions communes européennes. Bon, ceci étant dit, je souhaiterais vous dire 2 mots sur les grands enjeux du moment tels que nous les voyons. Alors, parce qu'on ne peut pas évidemment évoquer les Européennes l'année prochaine sans parler des raisons pour lesquelles on y va et quels sont les enjeux qui sont devant nous. Et évidemment, l'enjeu numéro 1, c'est le réchauffement climatique. Voilà, donc c'est notre enjeu commun, c'est l'enjeu de notre génération, enfin de notre génération, de nos générations, parce que je ne suis pas évidemment la même génération que tous ceux qui sont présents ici, mais des générations futures, donc ça sera un travail de longue haleine. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième grand enjeu, c'est la sauvegarde de la biodiversité, qui est extrêmement inquiétante. Enfin, tous les jours, on voit des reculs de la biodiversité. Le troisième enjeu, c'est celui de la démographie. Nous sommes 8 milliards. Moi, quand j'étais gamin, on était 3 milliards. Ça vous donne un peu une idée de mon âge. Mais on était 3 milliards, donc on est 8 milliards. Et on sera 10 milliards en 2050. Et il est rare qu'on mette cet enjeu sur la table. 10 milliards d'habitants, il va falloir les faire manger, il va falloir avoir de l'eau potable, il faut avoir l'assainissement, enfin tous les services d'éducation qui vont avec. Et sur ces 10 milliards, il y en aura 2 milliards en Afrique. Voilà, et donc ça nous amène aussi à nous poser la question, enfin mettre parmi les grands enjeux, les migrations et l'immigration. L'immigration, c'est vu de notre point de vue, et l'immigration, c'est plus général. Donc c'est aussi un grand enjeu, comme on le voit évidemment, je dirais en ce moment et en permanence depuis pas mal d'années. Cinquième enjeu que je vois, c'est, et je m'arrêterai là, il y en a évidemment beaucoup, ce sont les menaces sur la démocratie qui pèsent à cause de la Chine, à cause de la Russie, à cause même en Europe, de mouvements qui remettent en question la légitimité de la démocratie. Or, la démocratie, elle est née en Europe, on va faire un cours d'histoire, mais nous l'avons développée difficilement, on l'a construite. En France, c'est depuis vraiment la Troisième République. Donc, on doit vraiment, c'est notre patrimoine, et nous devons vraiment considérer ça comme un enjeu majeur. C'est extrêmement... et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse régler les autres problèmes autrement que par la démocratie. C'est la démocratie qui va nous permettre de conduire les gens à changer de leur mode de fonctionnement et à accepter les efforts que la lutte contre le changement climatique requiert. Donc, voilà quelques enjeux, et il est clair qu'aucun de ces défis ne peut être abordé avec efficacité par un État membre seul. Même les grands États membres, ceux qui se considèrent comme les grands États membres. Et c'est donc la première raison de s'investir dans les européennes, c'est de dire, voilà, pour faire face à ces défis, il faut être unis, il faut les 450 millions d'habitants européens, et plus, j'espère que les Britanniques se joindront à nous, évidemment, et d'autres, donc c'est à peu près... on peut être 600 millions d'habitants, jusqu'à 700 en Europe pour travailler sur ces sujets. Aujourd'hui, on ne peut pas trop compter sur la Russie ni sur la Bélarus, mais peut-être dans le futur, il faut être optimiste. Alors, ensemble, cette mission est déjà difficile quand on est européen, on voit que ce n'est pas toujours simple, mais alors, séparée, elle est totalement impossible. Moi, je ne crois pas du tout à la possibilité pour la France de peser toute seule dans le débat, dans les débats mondiaux sur la scène internationale, sur tous ces sujets.
Alors je vais vous donner 4 illustrations. La première, c'est le Brexit. On l'a tous en tête. Le Brexit que les Britanniques ont vendu, enfin que les Boris Johnson et Nigel Farage ont vendu comme Global Britain. On va avoir la Grande-Bretagne mondiale, hein, on va redevenir l'Empire britannique. On voit bien que c'est une escroquerie. Ça a été une escroquerie, la campagne a été une escroquerie avec les bus qui proclamaient que l'argent qu'on donnait à Bruxelles allait aller dans le Service national de santé, le NHS. Et donc c'est un échec. Alors aujourd'hui, ça se traduit par de la bureaucratie aux frontières, de l'inflation et globalement le regret du Brexit. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans la récente visite du roi Charles III, qui s'est exprimé évidemment sur la base des consignes qui lui ont été données par le Premier ministre, on voit bien qu'il y a un besoin de rapprochement des Britanniques du continent européen. Il y a un rapprochement de la France parce qu'ils comprennent bien qu'ils sont un peu isolés. Deuxième sujet, ça c'est pour le Royaume-Uni, je parle des grands pays, entre guillemets, européens. Deuxième, c'est l'Italie. Giorgia Meloni nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais être président du Conseil des ministres, je vais régler la question migratoire. Elle est submergée. Et elle est obligée de faire appel à Bruxelles et de se rapprocher de la France, etc., pour voir quelle solution européenne on peut trouver pour cette question. Troisième exemple, l'Allemagne de l'énergie. L'Allemagne qui s'était, dans un souci probablement de rapprochement aussi avec la Russie, qui s'était orientée vers une mono-énergie, le gaz en provenance de Russie avec Nord Stream 1, Nord Stream 2, bon, c'est fracassé sur la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, devant complètement revoir sa stratégie énergétique, et évidemment, c'est dans un cadre européen qu'on peut le faire le plus facilement. Et puis enfin, la France. Alors la France, je vais prendre un exemple qui vous a certainement frappé ces derniers temps, c'est l'Afrique francophone. Le Mali, le Burkina, le Niger, si on rajoute le coup d'État au Gabon, on se débarrasse d'un régime qui a été quand même très largement soutenu par la France depuis des décennies, la famille Bongo, la dynastie Bongo, on voit bien que la France, clairement, recule en Afrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je crois qu'il faut le prendre de manière neutre. C'est ni une bonne nouvelle, ni une mauvaise nouvelle. C'est simplement la fin de la période néocoloniale qui a suivi la période coloniale. Donc on a eu une période coloniale, une période néocoloniale, on était encore un peu là-dedans, et on tourne la page. Et ça veut dire que, au fond, notre horizon aujourd'hui, il va falloir continuer à s'intéresser à l'Afrique, mais d'une manière différente, mais notre horizon aujourd'hui, c'est plus l'Europe, hein, c'est la nouvelle frontière européenne, et c'est nos territoires d'outre-mer. Nous avons des territoires, nous sommes le deuxième pays en termes de comment on appelle ça, de surface maritime, etc. Enfin, et donc, il faut aussi investir dans ces régions-là, c'est extrêmement important. Alors, à contrario, là j'ai donné quelques exemples de pourquoi les États membres sont inefficaces aujourd'hui dans beaucoup de domaines, tout seuls en tout cas. A contrario, il y a la crise grecque et la crise d'aide publique, qui évidemment a été douloureuse, on se souvient tous de l'épisode grec, etc. Mais enfin, on a trouvé des solutions, et notamment la Banque Centrale Européenne a mis en place excusez-moi l'expression, c'est en anglais, le quantitative easing, donc la facilité quantitative, je pense, en français, qui permettait de racheter les dettes des États membres et donc de donner un bol d'oxygène aux États. Première chose, donc c'est une action européenne. Deuxièmement, le Covid. On a bien vu la panique au début du Covid, chacun tirant la couverture à soi, chacun voulant montrer qu'il était le plus fort, qu'il était le premier à trouver le vaccin, etc. Bon, et finalement, on a fait des achats en commun au niveau européen, et au fond, on a fait face surtout aux défis économiques que représentait le Covid, en acceptant, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, de contracter un emprunt commun. Ce que les Allemands ne voulaient pas, et donc on a emprunté 700 000. J'ai terminé. Dernier point, l'Ukraine. L'Ukraine, l'accueil des réfugiés qu'on a organisé ensemble, et puis la réaction commune et les progrès de l'Europe de la défense, même s'il y a un long chemin à parcourir. Donc l'Europe, elle avance par des crises, c'est clair, elle a toujours avancé par des crises, et elle continuera de le faire. Alors à côté de ça, ça sera les derniers mots, il y a des enjeux nationaux, bien sûr. Il y a des enjeux qui sont purement nationaux, l'éducation, la culture, la santé, et donc il faut vraiment être efficace dans ce domaine-là, mais pour les grands enjeux de dimension internationale, seule l'Europe peut y répondre. Chantal. C'est à moi, Alexis. Alexis.
Bien. Oui, oui, je crois. Eh ben, c'est moi qui ai le micro, donc je vais le garder. C'est à moi. Merci infiniment. Alors, je suis vraiment désolée de devoir excuser Corinne Lepage. Nous devions arriver ensemble. Ça, d'ailleurs, les changements de train, tout ça, ont été un peu sportifs, mais elle a contracté le Covid. Voilà, et donc, pas bien du tout, mais elle sera quand même avec nous, si la technologie le veut bien, en clôture à 16h. Voilà. Donc moi, je suis Chantal Cutajar, je suis présidente exécutive de CAP 21. Dans ma vie professionnelle, je suis universitaire, spécialiste dans la lutte contre la criminalité organisée dans sa dimension économique et financière. Voilà, et j'ai créé également un mouvement local qui est rattaché à CAP 21 et qui est à Strasbourg et qui s'appelle Citoyens engagés. Tout ça, c'est pour vous donner un petit peu le tableau. La table ronde qui nous réunit en ce moment, elle porte sur une question: comment l'Union européenne peut représenter une espérance? Eh bien, l'Union européenne, c'est le lieu où on peut construire cette espérance, parce que c'est le lieu où on peut construire un avenir. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, il faut bien avoir à l'esprit que l'Union européenne, c'est le lieu où les changements peuvent et doivent s'opérer. C'est en effet le centre de décision, et vous l'avez dit, de la construction des solutions en matière de biodiversité, en matière de résilience climatique, parce que je préfère parler de résilience climatique au point où nous en sommes. On ne va pas lutter, on va lutter contre le réchauffement climatique pour éviter qu'il ne continue, mais il faut déjà organiser la résilience climatique. C'est le lieu où on peut prendre les décisions en matière de lutte contre la pollution, c'est le lieu où on peut construire la paix, la sécurité, c'est le lieu qui va générer des emplois et le lieu où on va traiter, vous l'avez dit, la question, j'espère que je ne vais pas attraper, mais je n'étais pas en contact avec Corinne, donc n'ayez crainte, c'est le lieu où on va pouvoir également trouver les solutions aux questions suscitées par les migrations. Mais la question alors qui se pose à nous, qui faisons de la politique, c'est quelle Europe nous voulons? Quelle Europe nous voulons-nous? CAP 21, vous l'avez dit, ça a présenté des candidats en 2015, 8 listes conduites toutes par des femmes, et elles s'appelaient de manière un peu prémonitoire déjà, mais Corinne a toujours été quelqu'un qui avait une vision bien avant qu'elle ne se réalise. Elle s'appelait Europe citoyenne, et avec l'objectif de faire émerger une réelle, une vraie citoyenneté européenne pour et par les citoyens. Aujourd'hui, et nous sommes réunis ici parce que nous partageons cette conviction, aujourd'hui l'écologie est la seule réponse aux défis économiques, aux défis sociaux et sociétaux que nous rencontrons. Pour une raison très simple, c'est que le système financier dans lequel nous baignons, ce système financier est totalement incompatible avec les enjeux économiques. Parce que ces enjeux, tout simplement, ils sont totalement étrangers au logiciel de ce système financier. Je crois qu'il faut vraiment le garder à l'esprit parce que c'est cela qui va permettre de dessiner un avenir pour les citoyens. Et aujourd'hui, la question, elle est bien, est-ce que nous allons pouvoir encore habiter sur notre planète? C'est ça l'enjeu. Alors pour nous, évidemment, la réponse est oui. Oui, mais à condition de ne pas se limiter à des ajustements à la marge, du style faire un usage raisonné de nos ressources et en mettant tout sur l'évolution technologique. Ça ne fonctionnera pas. Oui aussi, à condition d'opérer une bifurcation écologique dans tous les domaines.
je crois qu'il faut que nous réfléchissions en termes d'une écologie comme un système de pensée qui va pouvoir apporter des solutions. Et oui aussi, à condition de réussir à mobiliser nos concitoyens. Les mobiliser autour d'une chose, la primauté du vivant, c'est-à-dire la protection de la vie sur Terre. La primauté sur toute autre considération. Voilà quel doit être notre objectif, je crois que nous l'avons en partage. Voilà quelle doit être notre boussole. Mais pour cela, nous devons porter un projet pour changer les institutions européennes. L'Europe ne fonctionne pas, non pas parce qu'il y a trop d'Europe, comme on le croit trop souvent, et comme les chefs d'État se plaisent trop souvent à le dire. Nous manquons d'Europe. Et s'il y a une seule chose à porter pendant cette campagne sur le plan institutionnel, eh bien, c'est que le Parlement européen ait un pouvoir d'initiative législative. C'est indispensable. On ne peut pas continuer, ce pouvoir appartient à la Commission, très souvent quand même proche du Conseil européen. Les choses ne peuvent pas avancer. Et tant qu'il n'y aura pas un pouvoir législatif donné au Parlement européen, eh bien, cela ne fonctionnera pas. Nous devons également construire une véritable Europe de la sécurité et de la justice. Il est quand même assez curieux de voir que nous avons réussi la mondialisation des échanges, mais dès lors que nous devons que les autorités de poursuite et de justice doivent œuvrer, elles doivent le faire sur le mode de la coopération. Ça ne fonctionne plus. Nous devons placer ces politiques au cœur du système avec une véritable justice européenne qui rend des décisions, avec une véritable, je parle au plan pénal puisqu'elle le fait sur les affaires commerciales et civiles. Alors comment est-ce qu'on va réussir à faire tout ça? Eh bien, on ne le fera pas sans les citoyens, donc nous devons organiser une véritable mobilisation citoyenne avec une vision d'une démocratie renouvelée autour d'un projet. Et je crois que les abeilles peuvent être cet endroit de création de cette vision de la société. Un rassemblement autour d'un projet qui puisse se décliner à toutes les échelles, à l'échelle européenne, mais également à l'échelle nationale, à l'échelle des régions, à l'échelle des départements et à l'échelle des municipalités. C'est absolument indispensable. Nous avons besoin de répartir nos forces. Nous avons chacune et chacun des talents. Il faut que chacune et chacun ait la place dans laquelle il se réalise, parce que s'il se réalise à cette place, eh bien, il fera avancer le projet commun. Tous les rassemblements auxquels on a pu assister échouent. Le dernier en date, c'est la NUPES. Mais pourquoi est-ce qu'ils échouent? Parce qu'in fine, ils se cognent, ils se frottent à un mur qui est celui des places sur les listes. Pourquoi Europe Écologie Les Verts, qui vont préempter le terme d'écologiste, nous n'avons pas été assez rapides là-dessus, c'est dommage, fait une liste séparée pour des questions de place. Et c'est la raison pour laquelle, si les abeilles doivent réussir à proposer un véritable projet, nous devons le faire et le décliner à tous les étages, comme je l'ai dit tout à l'heure, et mobiliser toutes celles et ceux qui veulent s'engager en politique à le faire à la bonne échelle, à la bonne place. Voilà ce que je voulais vous dire. Réussissons
là où les autres ont échoué. Je vous remercie.